Bon, on va commencer. Donc, merci à vous d'être venus. Il est évident que quand j'ai prévu cette conférence il y a plus d'un mois, je ne connaissais pas les développements qui allaient se produire au Moyen-Orient. Sinon, j'aurais fait une conférence sur ce sujet-là. Bon, de toute façon, si vous avez des questions à poser à ce sujet, vous les poserez après la conférence. Et de toute façon, très prochainement, le mois prochain probablement, je ferai une conférence regroupant différents éléments concernant tout ce qui tourne autour du Moyen-Orient, de l'Ukraine, etc. Parce que tout ça, disons qu'on trouve toujours les mêmes derrière tous ces événements. Bon, donc je ne vais vous parler aujourd'hui que des racines de l'affrontement entre le nationalisme et le mondialisme, qui rejoint d'ailleurs les problèmes actuels. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais prévu ce type de conférence. Et alors, comme toujours, comme je le fais souvent en début de conférence, j'insiste bien que pour comprendre une situation, on ne peut le faire qu'en remontant aux causes qui l'ont provoqué, sur le plan historique, sinon on ne comprend pas. Donc il faut toujours remonter à la cause, et vous savez très bien que je canonne aussi envers ceux qui se contentent de se lamenter de la situation actuelle, mais qui se gardent bien de remonter aux causes et aux vecteurs. Ah, les vecteurs. Donc, en ce qui concerne le sujet de ce jour, je vais à nouveau devoir remonter jusqu'à la Révolution de 1789, dite française. En effet, c'est à partir du moment où les conjurés de la Révolution française annonçaient leur projet de République universelle, donc destructrice de la nation, qu'il était fatal qu'éclate une réaction. Ça allait être la réaction nationaliste, spontanée, se rendant compte d'un danger qui émergeait. Et ce d'autant plus que la monarchie se révélait absolument incapable de lutter contre les idées nouvelles et le ferment révolutionnaire qui allait d'ailleurs la renverser. Donc, il est évident que pour les personnes attentives de l'époque, la destruction de la nation était inscrite dans les gènes de la révolution qui venait. C'était inscrit dans ces gènes. Et on retrouvait déjà, ce que l'on voit encore de façon plus évidente aujourd'hui, on retrouvait déjà la touche cosmopolite, à commencer par le chevalier de Ramsay, soi-disant chevalier de Ramsay, écossais, et surtout, l'élément juif messianique au travers des Weissau, des Klotz, etc., etc. Cagliostro aussi, pas l'oublier. Et donc, telle est la raison, vous l'aurez compris, pour laquelle, lorsque je parle de la Révolution de 1789, je répète systématiquement dite française. Parce qu'elle n'a de français que le nom du lieu où elle a eu lieu. Mais de par ses composants, ses réellement composants, ses réels acteurs, elle est tout sauf française. Elle fait tout sauf française. Et d'ailleurs, c'est cet aspect-là que, curieusement, un homme comme Robespierre avait constaté. Je ne vais pas faire l'éloge de Robespierre, mais j'avoue qu'une citation que j'ai déjà donnée d'ailleurs, parce qu'elle est très significative,
montre bien que déjà à l'époque, les révolutionnaires français de souche, comme on dit, percevaient à travers des autres éléments révolutionnaires étrangers quelque chose qui leur était étranger. D'où la réaction de Robespierre, que je cite à nouveau, qui, excédé devant les outrances de Klotz, écrivait ceci. Pouvons-nous le regarder comme patriote alors qu'il dédaigne le titre de citoyen français d'honneur? Alors, petite parenthèse, il avait été fait citoyen français pour le remercier d'avoir écrit un livre qui s'appelait La République universelle. Donc, vous voyez, dès le départ, tout est inscrit. Il fallait franchement être un petit peu aveugle pour ne pas comprendre ce qui était en train de se préparer. Je ferme la parenthèse. Je reprends sa citation. Pouvons-nous le regarder comme patriote alors qu'il dédaigne le titre de citoyen français d'honneur pour ne vouloir que celui de citoyen du monde? Non? Mondialisme. On est déjà en plein. S'il eût été bon français, eût-il voulu que nous tentassions la conquête de l'univers? Et là, vraiment, c'est un texte vraiment qui, quand je l'ai découvert, je me suis dit, d'abord, ça m'a ouvert des horizons sur Robespierre, dont on dit évidemment tout de même beaucoup de mal, et pour cause, mais je me suis dit, c'est tout de même curieux. Ce bonhomme, qui a tout de même été un des acteurs principaux de la Révolution, avait compris le danger de cet élément étranger, et doublement étranger puisque juif. D'où sa réaction. Donc ça montre bien que dès les débuts de la Révolution, je le répète, les éléments purement français commençaient à se poser des questions sur les activités des autres acteurs étrangers et de ce qui était réellement leur but. Eh bien, leur but, c'est tout simplement, c'était de se servir de l'agitation révolutionnaire pour pousser la révolution dans le sens de la République universelle, puisque c'était le thème qu'affichaient déjà les révolutionnaires étrangers de l'époque. C'était pas du tout la remise en état de la France, plus ou moins maltraitée par la monarchie, etc., etc. C'était pas ça qui les intéressait. C'était leur utopique République universelle qu'ils voulaient déjà commencer à instaurer. D'où la méfiance des Robespierre et ceux du même genre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il n'a pas été le seul. Bien d'autres qui avaient cru en la Révolution, qui y avaient adhéré, et pas des moindres, comme Xavier de Maistre, comme Chénier, qui était rentré, même de Maistre avait même été franc-maçon. Et pas n'importe quel franc-maçon, puisque Martigny, c'était une des pires obédiences. Et bien que ce soit Maistre, que ce soit Chénier, d'autres encore, devant ce qu'ils découvraient au fur et à mesure du développement de la Révolution, se disaient, mais dans quoi nous sommes-nous embarqués? Et faisait une machine arrière. D'ailleurs, Chénier, par ses écrits, lorsqu'il a eu compris, allait le payer cher, puisqu'il allait être, comme tant d'autres, raccourci. Pour comprendre l'affrontement qui allait se manifester et se prolonger au travers de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, il faut définir ce représentent les deux concepts de la nation qui émergent à partir de la Révolution. Parce que, en fait, à partir de la Révolution,
c'est le concept même de nation que ces révolutionnaires-là cherchent à évacuer. Et donc cela va provoquer tout de même un changement. Les citoyens, les sujets, les ex-sujets du roi, qu'étaient-ils désormais? Quel était désormais le dessein national? Alors certes, les révolutionnaires les baladaient avec pseudo-patriotisme, les dangers d'être agressé par l'étranger, etc. Mais finalement, où est-il le sentiment d'appartenance? Il n'y a plus de dessein national, puisqu'on envisageait la République universelle. Et c'est de tout ça, justement, qu'allait émerger la réaction nationaliste. Vous savez, pour la plupart d'entre vous qui me suivez, comment j'explique cette genèse du messianisme révolutionnaire. C'est vraiment on peut appeler ça un complexe du peuple juif, qui, à partir de leur refus du Christ, qui n'était pas le Messie qu'ils attendaient et qui devait leur apporter le pouvoir sur le monde, pour eux, c'était un intrus, c'était un escroc. Et de ce fait-là, par une démarche que l'on peut considérer comme pathologique intellectuellement, ils allaient s'instituer eux-mêmes leur propre Messie, et par là même le Messie du monde. D'où évidemment la nécessité pour le peuple juif tout entier de dominer le monde, d'où le messianisme, d'où la nécessité de conquérir le monde. Donc voilà ce qui est déjà, du temps de la Révolution dite française, voilà ce qui était sous-jacent, et c'est contre cela qu'allaient émerger les premiers éléments de la réaction nationaliste. Je crois que si on n'a pas cette notion de mécanisme pathologique qui s'est créé dans l'esprit des responsables du peuple juif de l'époque, ce qu'on appelle le Sanhédrin, on ne peut rien comprendre à l'évolution de la situation de la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Il faut remarquer, quand on examine l'histoire, que le cheminement du mondialisme allait se faire doucement, par petites étapes progressives, par petites touches, mais qui toutes étaient en train d'amener à une volonté de suppression de l'idée même de nation. Donc évidemment en accord avec l'utopie de République universelle. Et il est intéressant de voir comment la traduction moderne de tout cela allait émerger, notamment avec les débuts de la communauté européenne, et notamment avec un certain Jean Monnet. Jean Monnet, c'est curieux, dans nos milieux, je ne vois pas beaucoup que l'on fasse allusion à lui. Et pourtant, ça a été un personnage fondamental de l'évolution supranationale, gaulliste, bien entendu. Il a été un des acteurs majeurs, notamment du rétablissement du décret Crémieux qui avait été abrogé par le régime de Vichy. Donc c'est un homme qui porte de grosses responsabilités. Et si je fais allusion d'ailleurs assez souvent à lui, parce que ça a été, à mon sens, un personnage clé de l'évolution mondialiste actuelle, et je voudrais rappeler sa réflexion dans ses mémoires, quand il déclarait
la communauté européenne elle-même n'est qu'une étape vers les formes d'organisation de demain. Une étape. Donc, le but de la communauté européenne, c'était pas de s'arrêter là, c'était d'accoutumer les peuples, d'abord à cette soi-disant grande nation que devait devenir l'Europe, mais qui elle-même ne serait qu'une étape, puisque le but final serait la République universelle. Et c'est intéressant de voir, vous savez, moi ce qui me fascine justement quand je prépare des conférences ou des livres, c'est comment on trouve tout. On trouve tout. Quand on cherche, on trouve des déclarations qui éclairent le chemin. Et je voudrais rappeler, au passage, quelques citations. Félix Rohatté, qui a été ambassadeur des États-Unis en France, mais aussi ancien directeur de la Banque Lazare. Déjà une bonne indication. Dirigeant de la très discrète et influente association de la French American Business Council, dont beaucoup de nos hommes politiques sont issus aujourd'hui. Qui affirmait dans le Wall Street Journal du 7 mai 1999, je cite, « Il est temps de penser à l'Europe d'une façon nouvelle, l'Europe nouvelle, non plus comme une collection d'États-nations, mais comme une constellation de cités dynamiques et de régions qui doivent être nos clientes. » Pesez bien les termes. Cité dynamique, c'est-à-dire on dépaisse les nations en région, c'est pour ça qu'il pousse au régionalisme, englobé dans l'Europe, en faisant éclater la nation. Nos clientes, ce n'est pas les associés, clientes, c'est un terme de subordination. Donc, par sa déclaration, il rejoignait ce qu'avait déjà précédemment dit et annoncé Jean Monnet. Et de même, lors de l'expédition imposée par les Américains contre la Serbie, qui défendait le Kosovo, berceau de son identité nationale et religieuse, submergé par l'immigration albano-musulmane, le général Wesley Clark, responsable des opérations, avait déclaré sur CNN en juillet 1999, je cite, « Il n'y a plus de place dans l'Europe moderne pour des États ethniquement purs. C'est une idée du XIXe siècle et nous préparons la transition vers le XXIe siècle où nous aurons affaire à des États pluriethniques. » C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui avec l'immigration. Et il n'y a rien de nouveau. Tout est préparé à l'avance. Et il faut vraiment la distraction, la paresse, le manque de réaction des peuples pour que ces gens puissent continuer à progresser. Petite remarque en passant concernant ce général Clark, Wesley Clark, en fait, il est né Khan. Et c'est le second mari de sa mère qui lui a donné le nom de Clark.
Ça éclaire un petit peu le sujet. On constate ainsi la permanence des vues mondialistes des représentants de la haute finance juive, avec celle notamment, là aussi je recite, parce que ce sont des citations qu'il faut constamment répéter, parce qu'elles éclairent justement la situation dans laquelle nous sommes. Et aussi, c'est le moyen de faire comprendre aux gens avec lesquels vous dialoguez qui ne vous croient pas nécessairement, quand vous leur mettez ces déclarations sous les nez, il faut qu'ils comprennent. Et donc, le financier bien connu juif américain Paul Warburg, devant le Sénat américain du 17 janvier 1950, avait annoncé « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. » Et puis venait après, chronologiquement, la déclaration d'Edmond Rothschild, pour qui le verrou qui doit sauter, c'est la nation. Israël aussi. Donc, les nations, ils doivent sauter, mais pas la leur. On voit ainsi comment la démarche mondialiste, tout était lié dès le départ pour détruire l'idée même de nation et de l'héritage national. Et dans cette démarche, l'Amérique, les États-Unis allaient devenir le bras armé de cette démarche mondialiste. J'ai fait allusion tout à l'heure au rôle de Jean Monnet dans le rétablissement du décret Crémieux qui avait été abrogé par Vichy. Incontestablement, ça a été un tournant majeur dont nous vivons toujours les conséquences. Il y a deux aspects là-dedans. Premièrement, cela explique la haine des masses musulmanes envers la France républicaine, mais ils ne font pas la différence, eux. Pour eux, c'est la France. Et très curieusement, c'est à partir du moment où j'ai rappelé le rôle du décret Crémieux que de nombreux musulmans ont pris contact avec moi pour me remercier de rétablir la justice. Parce que ce décret Crémieux qui donnait unilatéralement la nationalité française aux Juifs d'Algérie, mais pas aux musulmans, qui pourtant s'étaient battus pour la France, était un crachat à leur figure. Et cela, alors on peut se plaindre aujourd'hui des attentats, des professeurs égorgés, etc. Eh oui, mais pourquoi? Et là aussi, il faut remonter à la cause. Alors pleurer, ouais, pleurer. Je dirais que les populations ne savent plus faire que cela. Ils ne cherchent pas à comprendre le pourquoi d'une situation à laquelle on est arrivé par leur passivité. Et la complicité, bien entendu, du pouvoir. Et vous allez voir comment tout allait s'enchaîner à part du rétablissement du décret Crémieux, puisque c'était déjà le personnage de De Gaulle. Vous devez savoir déjà ce qu'il est. Vous avez d'ailleurs mon livre sur De Gaulle qui est là-bas, pour vous instruire un peu plus. Et ça en est allé de trahison en trahison avec De Gaulle.
après le rétablissement du décret Crémieux, et de la maçonnerie, s'il vous plaît, puisque la maçonnerie aussi avait été abrogée par Vichy, interdite. C'est De Gaulle qui a remis en vigueur la maçonnerie. Et on suit le développement de la trahison de Gaulle, déjà par son discours de Brazzaville en 1944. Qui montrait comment il s'était engagé, déjà à l'époque, envers Roosevelt, à la décolonisation et à notre départ d'Algérie. Vous connaissez la suite. Les peuples décolonisés appauvris, ne trouvant d'autre solution que de venir chez l'affreux colonisateur pour survivre, surtout avec toutes les pompes aspirantes que les différents gouvernements allaient mettre en place pour en attirer toujours plus. Tout ce que l'on appelle aujourd'hui l'immigration-invasion. Or, cette immigration-invasion que l'on constate n'est qu'une arme de l'élément cosmopolite. Comprenez ce que je veux dire par cosmopolite? Pour détruire les nations en les submergeant par des masses inassimilables. En petite quantité, c'est possible. L'avalanche migratoire rend cela impossible. Donc, c'est en parfaite connaissance de cause que les différents régimes, surtout à partir de Nicolas Sarkozy, et encore plus aujourd'hui avec Emmanuel Macron, poussent de toute leur force à l'ouverture des frontières et à l'invasion migratoire. Je n'en veux pas aux immigrés, mais j'en veux, et j'irai même vous choquer, en vous disant que j'en veux à mort à nos hommes politiques qui sont en train de détruire notre pays pan par pan, en se servant de tout, sur le plan économique, sur le plan migratoire, tout ça est en lieu. Il faut appeler les choses par leur nom si on veut un jour en sortir. Je vais revenir un petit peu en arrière maintenant pour bien montrer comment va se faire et comment va évoluer la réaction nationaliste. Et je l'ai déjà dit, mais c'est absolument fondamental de le répéter, celui qui a le mieux compris le processus révolutionnaire et où cela allait mener est incontestablement Joseph de Maistre. Et on en a pour témoignage cette fameuse lettre qu'il a écrite à son ami le vicomte de Bonald, dans laquelle il écrivait ceci. Écoutez bien. Jusqu'à présent, les nations ont été tuées par conquête, c'est-à-dire par voie de pénétration. Mais il se présente ici une grande question. Une nation peut-elle mourir sur son propre sol sans transplantation ni pénétration, uniquement par voie de putréfaction, en laissant parvenir la corruption jusqu'au point central et jusqu'aux principes originaux et constitutifs qui font ce qu'elle est. C'est un grand et regrettable problème. Si vous en êtes là, il n'y a plus de Français, même de France. Rome n'est plus dans Rome et tout est perdu. Tout est là dans la démarche nationaliste. Il avait parfaitement compris que le danger n'était plus aux frontières, mais il était au sein même
au sein même de la nation, au sommet de la nation. Et incontestablement, ce texte est à l'origine de toute l'analyse nationaliste qui allait en découler jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce donc que le nationalisme? D'autant que dans nos milieux, il y a des gens qui disent tout et n'importe quoi à propos de cela, confondant le nationalisme et le patriotisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ceux qui sont adonnés à la politique auront vu dans le dernier numéro d'ailleurs la différence qu'il faut faire entre nationalisme et patriotisme, et je vais y venir. Lorsque la monarchie de droit divin fut détruite physiquement par l'assassinat de Louis XVI et intellectuellement par le triomphe des idées et des sophismes révolutionnaires, les sujets du royaume allaient devenir orphelins. J'ai fait allusion tout à l'heure. Et ce fut en fait le début de l'escroquerie démocratique. Car en fait, à quoi aura servi, entre autres choses, la dite Révolution française? Elle a été nécessaire pour changer le mode de consultation populaire, qui autrefois se faisait au travers des corporations, donc sur des sujets que le citoyen connaissait directement, pour ne plus se faire dès lors que par l'image qu'en donnait la presse naissante, qui commençait à fleurir après la Révolution. Donc aujourd'hui, vous connaissez le mécanisme que je rappelle constamment. Par la presse, le citoyen est formaté, et par la présentation insidieuse et mensongère des événements, le pousse dans une certaine direction pour amener à son vote là où ceux qui tiennent la presse veulent l'amener. C'est aussi simple que ça et c'est mathématique. Alors il est évident que dans notre population, tout le monde ne se laisse pas manipuler, parce que certains sont curieux, vont chercher à droite et à gauche, découvrent des ouvrages, découvrent des articles, réfléchissent. Réfléchissent. Donc, qu'est-ce que le nationalisme? Eh bien, le nationalisme, c'est justement la dénonciation de toutes ces utopies pour arriver à maintenir la nation sur ses bases constitutives. C'est ce que rappelait Joseph de Maistre. Si on détruit l'élément constitutif de la nation, il n'y a plus d'esprit national, la nation n'existe plus. Et c'est là la grande différence avec le patriotisme. Et on en a eu un exemple malheureux avec la dernière guerre. Lorsque par la faute des démocraties, et notamment en France, Paul Reynaud, Premier ministre de la Troisième République, sous les ordres de la Grande-Bretagne et du lobby que vous connaissez, déclare la guerre au Troisième Reich en parfaite connaissance de cause de son sous-armement, puisque les armements les plus modernes que la France avait à l'époque avaient été donnés par le gouvernement Léon Blum. Tiens, encore un. Au Rouge d'Espagne. Eh bien, malgré tout, Paul Reynaud déclarait la guerre au Troisième Reich, dont pourtant on connaissait ses capacités militaires et son réarmement. On peut appeler ça une trahison, en parfaite connaissance de cause. Et le plus beau, c'est que ceux qui, ayant poussé à la déclaration de guerre et l'ayant faite, devant la débâcle
de l'armée française allait s'empresser de s'enfuir. Qui à Londres, qui ailleurs, mais vous connaissez l'épisode du Massilia. Et c'est devant cet abandon de poste, que les responsables de la déclaration de guerre au Troisième Reich, qu'Albert Lebrun, président de la Troisième République, était obligé d'appeler le maréchal Pétain pour prendre la situation catastrophique dans laquelle se trouvait la France. Et ce seront les mêmes responsables de la débâcle, en parfaite connaissance de cause de la faiblesse de la France, qui, à l'abri à Londres ou ailleurs, allaient s'élever au nom du patriotisme pour pousser avec De Gaulle à la résistance et au combat contre le régime de Vichy. Les mêmes qui avaient trahi, qui allaient en accuser le maréchal Pétain d'être un traître. Mais c'était très simple, le mécanisme est connu. Prenez la Révolution, et on connaît le mot de Robespierre d'ailleurs, que si Louis XVI n'était pas un traître, c'était la fin de la Révolution. Eh bien, pour De Gaulle et ses alliés juifs, francs-maçons, enfuis à Londres pour la plupart, pour que De Gaulle ne soit pas le traître, il fallait que ce soit Philippe Pétain qui le soit. Élémentaire. C'est ce qu'on appelle l'inversion accusatoire. Il n'y a rien de nouveau. Et ce que je déplore malheureusement, ce sont tous les morts de cette sordide libération-épuration et de tous les naïfs qui ont cru au patriotisme de ce sinistre individu. J'ai tout ça dans mon livre sur De Gaulle, référencé. Je n'ai pas un seul gaulliste qui l'a lu. Et il y en a beaucoup qui l'ont lu, parce qu'il y a pas mal de nos amis, que je ne connais pas nécessairement, qui connaissant, ayant des amis gaullistes, voyant apparaître le livre, sont empressés de leur en faire cadeau. Et j'ai eu des courriers de gaullistes qui m'ont répondu en disant « Monsieur, je suis affolé, je ne pouvais pas imaginer cela. » Il n'y en a pas un qui m'a traité de menteur. Pas possible, c'est référencé. Donc, vous voyez, tôt ou tard, on finit par établir, bon, il faut du temps, on finit par établir la vérité. Et comme je pense, comment je suis parti tout seul en 2001, et les dizaines, sinon les centaines de milliers de vues de mes conférences et entretiens sur Internet, et heureusement ça reprend encore plus aujourd'hui parce que pendant tout un temps, depuis près de 2 ans et demi, on était banni de YouTube. Et grâce à notre ténacité, on a réussi à faire remettre sur YouTube mes conférences et entretiens, et à nouveau, le nombre de visionnages éclate. Et là, je vous cite ça en part. Vous ne connaissez pas évidemment les dessous de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, mais j'en parle parce que ça montre qu'il ne faut jamais s'avouer battu. Se dire, la porte est fermée, il n'y a rien à faire. Bon, une porte fermée, soit on la déverrouille, soit on l'enfonce. Pas compliqué. Mais ne jamais se laisser faire. Vous savez, les leçons de la vie, c'est ça. La vie, c'est un combat. Tous ces aspects. Donc, je reviens à la différence qui commence à éclater, ou qui éclate carrément,
au moment de la dernière guerre, avec la débâcle de l'armée française suite à cette malencontreuse ou traîtresse déclaration de guerre au Troisième Reich par Paul Reynaud. À partir de là, deux réactions vont émerger. D'une part, ceux qui, on est envahi, etc., ils réagissent émotionnellement face à l'envahissement du territoire. Et il y a un certain De Gaulle qui, évidemment, leur agite le mirage qu'il faut continuer la lutte. Seulement, lui, il est à l'abri à Londres. Petite différence. Et puis, il y a les nationalistes qui se disent, bon, c'est bien gentil tout ça, mais pourquoi en est-on arrivé là? Si on veut régler le problème, il faut commencer par régler les causes, encore une fois, les causes qui y ont amené. Donc, commençons à supprimer les sophismes issus de la Révolution pour remettre la nation sur ses bases. D'où l'affrontement entre nationalisme et patriotisme. Autrefois, il n'y avait pas de problème, les deux étaient complémentaires. Or, à partir de la trahison de De Gaulle, les deux divergent et deviennent hostiles. Comprenez le raisonnement? Il est d'ailleurs très intéressant de voir certains textes anciens qui expliquent la situation. Il y a une citation que je cite très régulièrement d'ailleurs, celle du conventionnel Sieyès, quelque peu abbé défroqué, il y en a eu beaucoup, qui disait du passé faisons table rase. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'à partir de là, le passé c'est quoi? Disons que c'est le creuset de l'expérience. Et que c'est sur l'expérience, justement, qu'autrefois, gouvernait la monarchie. On voyait, on fait telle politique, bon, ça ne donne pas de très bons résultats, c'est peut-être bon d'infléchir dans tel ou tel sens. C'était du pragmatisme. Ce que le nationalisme, d'ailleurs, allait reprendre, puisque je dis très souvent que le nationalisme n'est pas une idéologie, c'est un pragmatisme. C'est-à-dire que tout événement est analysé sous l'angle de l'intérêt national et du peuple, de la nation en question. Et c'est ça justement qui est intéressant avec la réaction nationaliste, et on va le voir très bien avec la conceptualisation qui allait s'établir notamment à la fin du XIXe siècle et début du XXe, avec des hommes comme Paul Bourget et Charles Maurras. Paul Bourget qui parlait de politique expérimentale. Ça veut dire quoi ça? Justement, c'est que la politique, c'est une donnée que l'on analyse. Et en fonction de ce que l'on constate, on essaye d'orienter les choses dans le meilleur sens possible. Et on retombe dans le pragmatisme, justement, qui était l'art de gouverner des monarchies autrefois, avant qu'elles ne commencent à décliner à partir de Louis XIV, comme vous le savez, que je reviens souvent là-dessus. Et puis Jean-Laurent Maurras qui avait parlé d'empirisme organisateur. Empirisme organisateur. Tout est dit là-dedans. Donc le nationalisme, je le répète, n'est pas une idéologie, c'est une démarche pragmatique de chercher quelle est la meilleure solution aux problèmes, au singulier ou au pluriel, qui se posent à un moment donné en fonction de l'intérêt de la nation et de ses sujets. Il y a aussi une notion sur laquelle je veux revenir,
qui découle de ce qui est arrivé avec la Révolution. C'est qu'à partir de la Révolution, on va se trouver devant deux conceptions de la nation. La nation héritage, celle qui nous est léguée de génération en génération, et qui se transmettait justement par l'hérédité au travers du système monarchique, et la nation contrat. Or, si on observe bien les choses, à partir de la Révolution, et de l'action révolutionnaire, bien sûr, désormais n'étaient français réellement que ceux qui adhéraient aux nouveaux principes, c'est-à-dire à tous ces sophismes issus des Lumières. Et donc, on est en pleine idéologie, et le grand mérite du nationalisme qui prend par défaut la place de la monarchie défaillante aura été de remettre cet aspect pragmatique, la démarche de gouvernement pragmatique, à l'honneur. Donc vous voyez, il n'est pas du tout question d'idéologie, il est question de faits. On examine les faits, c'est bon pour la nation, très bien, on continue dans cette voie, c'est pas bon, demi-tour, où on change quelque peu. Donc ce sont des notions comme ça qu'il faut absolument connaître si on veut pouvoir poursuivre justement le combat nationaliste. On peut se poser la question aussi, pourquoi est-ce que la Révolution a émergé en France et pas ailleurs? Pourquoi? Ne serait-ce pas parce que la France, justement, de par le rôle qu'elle avait eu depuis Clovis, et l'action de différents rois à travers l'histoire, avait eu, par leur action décisive, notamment contre un certain nombre d'hérésies, 2 entre autres, ou même 3 si vous voulez. Clovis d'abord, contre l'hérésie de l'arianisme, du moine Arius, rien à voir avec les Ariens. Alors que l'Église était passive. C'est le premier roi de France qui règle l'affaire. Le combat contre le protestantisme, les cathares, etc. C'est qui? La monarchie française. Et d'ailleurs, petite parenthèse, une des choses que l'on peut reprocher à Louis XIV dans l'art de gouverner, c'est qu'il est responsable indirectement de la Révolution dite française parce qu'il a réavivé la plaie en abrogeant l'accord avec les protestants. Par hyperchristianisme. Qu'est-ce que je dis? Pragmatisme. Quel est le rôle d'un roi? C'est de maintenir la paix dans le royaume. Et c'était un bon accord qui, à partir de Henri IV, avait été trouvé quand même. Donc, vous voyez, les choses, il faut éviter les constructions d'esprit, avoir les pieds sur terre, du bon sens. Et je constate, parmi les réactions qui me parviennent de gens, ce sont souvent des gens apparemment simples de par leur formation, qui réagissent le mieux parce qu'ils ont du bon sens. Et que par contre, des gens que l'on pourrait dire des intellectuels, ne comprennent pas.
le bon sens. Foin des idéologies. Donc vous aurez compris à travers ce que j'essaye de vous expliquer que le nationalisme est un pragmatisme et qui a été obligé, du fait de l'incapacité de la monarchie à se défendre face aux idées nouvelles, à prendre la relève. Tant que le roi était là et gouvernait pragmatiquement comme il le faisait autrefois, il n'y a aucune raison que le nationalisme émerge. Donc le nationalisme n'a été obligé d'émerger que face à un défaut de la monarchie. Et c'est pour ça que je dis que le nationalisme est le relais de la monarchie par défaut. Ce que beaucoup de monarchistes ne veulent pas comprendre, parce que pour eux, le roi, d'accord, je suis pour le principe monarchiste. Mais d'abord les principes. Après le prince, à condition que les principes et le prince soient compatibles. Sinon, ce sont les principes qui priment. Pour se retrouver avec... Regardez ce qui s'est passé avec la dite restauration. On a eu la restauration d'un prince, avec Louis XVIII, mais ni lui ni ses successeurs n'ont rétabli les principes constitutifs. Ça a viré à la République parlementaire, à l'anglaise, et l'évolution a commencé. Et on en arrive ainsi à la constatation qu'en fait, la monarchie aura subi sa deuxième mort, puisqu'à partir de la Restauration, elle n'a pas osé rétablir les principes constitutifs. Et que de révolution en révolution, jusqu'à Napoléon III et la défaite de Sedan, ce qu'on pouvait appeler le principe monarchique a disparu. Deuxième mort dans la monarchie. Et on n'en voit pas de futur quand on voit ce que disent les candidats, les prétendants actuels. Il est intéressant de voir comment il y a une logique dans les idées, qu'elles soient révolutionnaires ou qu'elles soient nationalistes. Je vous ai cité un certain nombre de déclarations de révolutionnaires qui expliquent le pourquoi de la situation jusqu'à aujourd'hui, mais on en a autant du côté nationaliste. Il est amusant de voir comment Maurras a repris en fait la notion l'alerte plutôt qu'avait donnée Joseph de Maistre dans sa déclaration. Maurras disait « Le nationalisme est la sauvegarde due à tous ces trésors qui peuvent être menacés sans qu'une armée étrangère ait passé la frontière. » C'est exactement la même notion dont alertait Joseph de Maistre, sans que le territoire soit physiquement envahi. On comprend ainsi que la priorité du nationalisme sur le patriotisme est de l'ordre des nécessités. Parce que si à la suite d'une invasion étrangère et de la guerre, une nation peut perdre des hommes, peut perdre des territoires, l'élément humain peut se reconstituer et une autre guerre peut reconquérir les territoires perdus. Mais si on perd la notion de la nation, eh bien elle n'existe plus. Et c'est pour ça que je dis que le nationalisme prime sur le patriotisme.
Donc voilà, vous comprenez pourquoi le drame de la libération, de la dite libération, qui n'a pas été une libération. Le territoire national a peut-être été libéré, et surtout par les Alliés. Parce que quand on observe bien les événements de l'époque, l'action de Gaulle à Londres, avec ses alliés juifs, francs-maçons et anglais bien sûr, à la BBC notamment, d'où partaient les ordres d'assassinat de cadres de Vichy, était beaucoup plus tourné contre Vichy, qui avait tourné le dos au sophisme de la Révolution, que contre l'occupant, qui pourtant avait été le prétexte au patriotisme d'un De Gaulle. L'action gaulliste et de toute la résistance a été beaucoup plus tournée contre le combat, à combattre Vichy, que contre l'occupant. À part des assassinats de ceci, de cela. Et en fait, la dite libération n'aura été que la réoccupation de la France par les lobbies, grâce à De Gaulle et à ses alliés. Il est d'ailleurs intéressant de revenir justement sur cette période clé. Je faisais allusion tout à l'heure au fait que Albert Lebrun, président de la Troisième République, avait été obligé, du fait de l'abandon de poste des responsables de la déclaration de guerre, à faire appel au maréchal Pétain, à son prestige, qui seul pouvait obtenir les meilleures conditions de l'armistice. Ce qu'il a obtenu d'ailleurs. Et il est intéressant justement de remarquer que les premières condamnations de Charles de Gaulle ont été prises par la Troisième République. Le premier tribunal militaire qui a jugé de Gaulle pour désertion en temps de guerre, puisque quand il est parti à Londres, l'armistice était toujours pas signé. Donc il était considéré comme un déserteur. Or, dans toutes les armées du monde, à toutes les époques, les déserteurs étaient fusillés. Et c'est pour ça qu'il a été condamné à mort. Vous avez tout ça dans mon livre. Donc vous comprenez la grande escroquerie de ce patriotisme gaulliste qui a lancé les Français les uns contre les autres, alors que si on avait suivi la politique sage de Pétain, et avec toutes les imperfections et les problèmes liés à l'occupation bien entendu, remettait sur pied progressivement la nation. Quand on regarde les résultats, malgré l'occupation, malgré les ambitions anglo-saxonnes sur notre empire, Pétain avait réussi à maintenir l'Empire français. De Gaulle, il ne nous aura légué qu'un hexagone. Donc, loin d'être un patriote, De Gaulle n'aura été qu'un traître. Et je vous rappellerai cette citation du général Weygand à son sujet. Parlons de lui comme d'un sanguinaire, et terminant en disant, finalement, il n'aurait été qu'un imbécile. Donc voilà, l'héritage de De Gaulle que nous vivons toujours,
Parce que la faune politique que nous avons aujourd'hui sont les héritiers intellectuels de la faune que De Gaulle nous a ramenée de Londres avec les francs-maçons et les juifs. Ce sont eux qui aujourd'hui continuent à gouverner la France. C'est pour ça que je disais il y a quelques minutes que la libération n'a été que la réoccupation de la France par les lobbies. De la réintégration de la maçonnerie interdite par l'État français de Vichy à la remise en vigueur du décret Crémieux, à la mainmise marxiste sur l'appareil administratif français, à l'immigration-évasion, on doit tout à De Gaulle. Revenons à notre époque. Vous savez que la politique migratoire a commencé, là encore, à bas bruit, du temps de Giscard d'Estaing. Ça a commencé par la politique de regroupement familial. Et je dois dire aussi que parmi les responsables de cette politique, il y a le grand patronat, qui a cru qu'en attirant une main-d'œuvre immigrée, en principe bon marché, ce serait bien pour les affaires plutôt que de moderniser l'outil industriel en France. Ceci dit, toutes les organisations immigrationnistes et communistes, bien sûr, allaient vite leur apprendre à ces émigrés quels étaient leurs droits. Donc les bénéfices du départ allaient vite être gommés. Donc à partir de Giscard d'Estaing, jeu d'accordéon, vous savez, vous vous rappelez ? On allait commencer à avoir ce qu'on appelle les pompes aspirantes. Parce que le regroupement familial, vous savez qu'il est assez élastique. Hein. Tout y passe. Les cousins, les ceci, les cela. Et après, on s'étonne de l'invasion. Déjà, du temps de Nicolas Sarkozy, les chiffres d'entrée par an variaient entre 250 et 280 000. Aujourd'hui, on dépasse les 300 000. Alors, on commence tout de même à voir quelques réactions des Français qui commencent évidemment à se rendre compte qu'il y a un petit problème. Et alors, il est intéressant de voir aussi quelle est la réaction de Macron à ce sujet-là. Vous la trouvez dans le Figaro du 2 août 2023. Donc, c'est tout récent. À propos des émeutes qu'il y a eu après la mort du petit dealer Naël. Vous vous rappelez ? Les émeutes, les pillages. Eh bien, M. Emmanuel Macron a froidement déclaré qu'il n'y avait pas de lien entre les émeutes et l'immigration. Effectivement, vous avez vu, n'est-ce pas, sur la télé, c'était tous des petits blonds. N'est-ce pas ? Non, c'est pas ça. Des Kevin et des Mathéo. Voilà par qui nous sommes gouvernés. Et ce que malheureusement un certain nombre d'immigrés de première ou deuxième génération ne comprennent pas, c'est qu'eux aussi vont en être victimes. Parce que l'opprobre qui est en train de grandir en France contre l'immigration, contre les immigrés, va se retourner contre toutes les générations d'immigrés.
toutes. Macron encore, devant les demandes pressantes à droite, quand même, d'une loi pour endiguer l'immigration, et devant l'explosion de la criminalité qui est liée, qui a déclaré, c'est sur le site kern.info, « Je ne veux pas être bousculé par des majorités de fortune ou de blocage. J'utiliserai ce que la Constitution me permet de faire. » C'est-à-dire le contraire de ce que veulent les Français. Ou encore celle-ci, pour excuser la poursuite de l'invasion. De surcroît, l'immigration se révèle être une chance d'un point de vue économique, culturel et social. Économique, culturel et social. Je vous répète, je n'ai rien contre les immigrés. On leur ouvre la porte, il est normal qu'ils viennent. Les premiers responsables sont nos gouvernants. D'autant que, franchement, les immigrés, bon, à part toutes les allocations quelle est leur vie en France? Et en plus de ça, on en fait des déracinés. Ils sont quoi aujourd'hui? Ils sont quoi? Ces Français de papier. J'ai des témoignages, justement, ils me disent, je ne sais plus qui je suis. Donc cette politique immigrationniste, finalement, est désastreuse pour tout le monde. De même qu'a été la décolonisation. Tout le monde y a perdu. Et l'un et l'une est la conséquence de l'autre. Donc voilà la situation devant laquelle nous sommes. Nous avons un pouvoir qui détruit la France. Je vais vous reciter, je crois que j'ai déjà fait la dernière fois, mais je vais vous réciter ces déclarations de Macron qui montrent à quel point il a la haine de la France. Vous m'excuserez de répéter, mais il faut répéter. Vous connaissez la vieille formule d'ailleurs que le maréchal Pétain avait constaté, les Français ont la mémoire courte. Donc, je me répète. Cette déclaration de Macron, à Lyon, le 4 février 2017. Il n'y a pas de culture française. Il y a une culture en France, elle est diverse, elle est multiple. C'est peut-être pour ça qu'on a essayé de brûler la Notre-Dame de Paris. C'est un témoignage de la culture française, non? Puis d'autres églises aussi, elle n'a pas été la seule à être victime. À Londres, le 21 février 2017 encore. Donc il venait d'arriver au pouvoir. L'art français, je ne l'ai jamais vu. Erevan en Arménie, le 11 octobre 2018. La langue française n'a pas de lien avec la nation française. Elle n'appartient à aucun d'entre nous. En tout cas, certainement pas à lui. Elle s'est émancipée de ses liens avec la nation française. Vous êtes bien assis. Son épicentre, je l'ai souvent dit, n'est ni à droite ou à gauche, si je puis dire, de la Seine. Elle est sans doute dans le bassin du fleuve Congo ou quelque part dans la région.
croyez pas qu'il abuse de la fumette? Non, parce que quand même, il y a tout de même des réalités. Aix-la-Chapelle, le 21 janvier 2019. Parce que la part que je ne comprends pas en allemand a un charme romantique que parfois le français ne m'apporte plus. Vous voyez à quel point il nous aime, cet homme. À New York, le 25 septembre 2018. Parce que je viens d'un pays qui a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises choses. Ah oui, ça je suis d'accord avec lui. Ne serait-ce que pour l'avoir réélu et réélu. Sans compter sa déclaration en Algérie le 15 février 2017, crachant sur l'œuvre civilisatrice de la France, affirmant que la colonisation fut un crime contre l'humanité. Ben, on aurait mieux fait de ne pas y aller. Hein. Et essayer de se débrouiller avec les problèmes qu'ils avaient avant d'être arrivés. Est-ce que vous comprenez pourquoi je recite un certain nombre de choses, de déclarations fondamentales, pour faire percevoir à quel point ceux qui nous gouvernent nous haïssent? Et que ce n'est que comme ça qu'on peut espérer ouvrir les yeux et les oreilles à ceux qui ne veulent pas voir ni entendre. Et à ce sujet-là, je vais redonner une citation, celle de George Orwell. Un avertissement. Un peuple qui élit les corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime, il est complice. Alors, de grâce, quand vous parlez autour de vous, en famille, avec des amis, au travail, essayez de retenir ces textes, d'ailleurs vous les trouvez la plupart du temps dans mes livres, mettez-leur les textes là, et vous leur dites que responsable de ce qui arrive en France. Battez-vous. Je me bats, mais si d'autres ne répercutent pas ce que je fais, je perds mon temps. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Petite remarque, Roger Olindre face à De Gaulle, l'homme qui fit se battre les Français entre eux et n'a jamais combattu les Allemands. Mais bien sûr. Il y a toute... Il y a aussi la formule qui faisait fureur à l'époque quand on disait que De Gaulle était un général de division des Français. Oui, mais enfin, ces petits mots d'esprit, c'est bien gentil, mais c'est pas suffisant. Hein. Oui. Pas suffisant, je regrette beaucoup. Quand je parle de Gaulle, j'essaie de montrer à quel point c'était un traître. Et c'est pas évident de le dire, mais les gens savent quand même dans l'ensemble qu'il a fait, via le SAC, assassiner des membres de l'OS. Et je demande pourquoi n'a-t-il pas fait assassiner un Cohn-Bendit ou un Krivine? Pourquoi n'a-t-il pas fait assassiner l'espion américain dont on a parlé tout à l'heure? Bien entendu. Et ça, au contraire, il les a bien protégés. Parce qu'ils auraient pu avoir un accident de voiture, tous ces gens-là. Schumann Et aussi. justement, c'est ça qui m'a, dans toute cette épopée, triste épopée de l'Algérie française, c'est une chose qui m'a toujours choqué. C'est que tous ces braves généraux, les Chasles, les LR, les ceci, les cela, qui ont réagi par patriotisme, en fait, ont fini par se coucher devant De Gaulle. Parce qu'ils n'ont pas osé toucher au père. Oui. Et le seul qui a compris que la seule action qui pouvait changer les choses était la disparition de De Gaulle, c'était Bastien Thierry. Alors, Bastien Thierry, c'est plus amusant, mais c'est le Chénier et c'est le Joseph Donest
de Metz de notre époque. Parce qu'au départ, il était gaulliste. Et c'est le seul qui a compris qu'il fallait liquider De Gaulle. Et c'est ça, tout aurait changé. Tout s'arrêtait. Et De Gaulle a eu une chance phénoménale plusieurs fois. Ah non, mais ça a été... c'est hallucinant. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment des peuples peuvent-ils être aveugles à ce point-là et ne pas comprendre que ceux qui prennent pour des héros sont en fait des traîtres. Les faits sont là. Je disais tout à l'heure, le maréchal Pétain a réussi à garder l'Empire français malgré les intrigues anglo-saxonnes et l'occupation. De Gaulle, résultat, l'Hexagone, merci. Oui, des choses comme ça, vous pouvez le dire autour de vous, même sans avoir de citation, c'est tout de même quelque chose de palpable. La France. Quel est le rayonnement de la France aujourd'hui? Vous savez que nous ne fabriquons plus nos munitions. Oh oui. Depuis 20 ans, 15 ans. Les munitions de police sont fabriquées en Israël, Oui, c'est Sarkozy. etc., etc., etc. Ou Chirac ou Sarkozy. Les grandes manufactures de fabrication de matériel militaire en France, de munitions, Manu France, je sais pas, il y en a deux ou trois autres. On ne fait plus appel à elle, on fait appel à l'étranger. Et ça a commencé avec une que j'ai toujours eue en ligne de mire, cette ministre de Sarkozy, la blonde, comment elle s'appelle déjà? Yes. Alliot-Marie. Hein? Alliot-Marie. Alliot-Marie. Elle a été mise à la Michel Alliot-Marie à l'époque. Oui, Alliot-Marie. Alliot-Marie, qui par exemple pour les fournitures de voitures de la police, n'a pas voulu fournir la police en voiture française. On est entre les mains de mondialistes qui haïssent notre pays. On le comprend ou on ne le comprend pas. On ne le comprend pas, on va crever. Pour l'armement français léger, c'est-à-dire les fusils, pistolets, etc., sous Sarkozy, ils avaient pris le chiffre d'affaires du Manurin, pas Manurin, je sais Oui, plus lequel, Manurin. qui se trouvait dans l'est de la France. Et ils avaient mis comme barrière un petit peu plus au niveau chiffre d'affaires. Et dit bon, on prendra bien Manurin, mais il est en dessous de telle barrière. C'était. Non, mais la destruction systématique voulue commence avec Sarkozy. Bon, les autres, c'était pas glorieux. C'était des gens qui étaient déjà soumis aux influences de ceux que l'on connaît. Mais ce n'était pas cette volonté héréditaire, haineuse, de ceux qui appartiennent à une certaine communauté. Je me suis fait comprendre? Oui, oui. J'aimerais revenir à autre chose. Tout à l'heure, vous avez parlé du grand patronat français. Du patronat français. français Qui privilégiait les immigrés. Oui. Alors, il y avait quand même des impôts qui étaient prélevés sur l'investissement, alors que sur les immigrés, il n'y en avait pas. Donc, ils sont coupables, certes, mais pas totalement. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur le site de Poissy. Et ça posait, les immigrés, ce n'était pas rentable pour l'entreprise. Et ils ne perdaient pas, ils ne gagnaient pas. Parce qu'ils avaient beaucoup de villages qui venaient travailler, qui étaient des villages de Marocains ou d'Algériens. Et par exemple, la contremaître ne s'adressait pas à l'ouvrier, il s'adressait au chef du village qui était là, qui lui ne travaillait pas, et il lui disait il y a un papier à ramasser. Le chef du village disait à l'ouvrier il y a le papier à ramasser. Et il y avait ça, il y avait un autre problème, c'est que les chaînes, au lieu de démarrer le 1er septembre, eh bien démarraient le 15 ou le 20 septembre, parce que les gens qui étaient en vacances chez eux, dans leur bled, n'étaient pas revenus du bled. Ils ne revenaient pas, ils restaient 2-3 jours de plus, ce qui était tout à fait humain et compréhensible, mais les chaînes, elles ne pouvaient pas tourner. Donc il y avait quand même des gens payés pendant 3 semaines, 2-3 semaines, alors qu'il n'y avait pas de fabrication. Donc
on ne peut pas dire que le patronat était vraiment gagnant. En Bien sûr que non, mais bien sûr que non. Il y avait un Bien sûr gros que non. problème. Le parc de la machine-outil en France avait 35 ans, d'âge moyen dans les années 70 ou 80, quand en Allemagne il avait 4-5 ans, et quand au Japon il avait 2 ans ou 3 ans. Bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, Ils avaient cru faire la bonne affaire en attirant cette soi-disant main-d'œuvre au marché, qui allait vite devenir aussi chère, sinon plus, puisqu'elle, bien sûr, il y a eu des inconvénients. à cause de tout ce que vous avez très bien rappelé, et puis surtout, ils ne modernisaient pas notre outil de fabrication. Ils ne pouvaient pas payer des impôts. Hum. Une entreprise qui achetait une machine nouvelle payait des impôts sur la machine nouvelle. Donc c'était... Autre question? Les nouveaux? Un petit commentaire, si vous me permettez. Quand vous parlez de Sarkozy, c'est quand même lui qui nous a fait rentrer dans l'Union européenne. Et c'est Sarkozy qui nous a fait rentrer dans l'Union Ah européenne. bah non! On est rentré dans l'Union européenne bien avant. Oui, mais pas dans l'Union européenne. Bien avant, c'était la communion européenne, Oui, mais communauté ce européenne. sont, Et après ça, on a ce sont voté différentes. on a voté contre l'Union européenne et Sarkozy nous a fait rentrer dans l'Union européenne. Et On y était déjà. On y était déjà depuis Monet, rappelez-vous. Depuis Monet. Et c'est en fait le premier c'est De Gaulle. Le premier c'est De Gaulle. Cependant, c'est quand même quand vous parliez tout à l'heure de la Constitution, je me suis demandé si c'était la Constitution française ou la Constitution européenne qui posait un Et problème. c'est la Constitution européenne qui aujourd'hui prime sur la Constitution française. C'est ça. Les lois immigrationnistes sont imposées par l'Europe aussi. Oui, dans la Aussi théorie, avec la Van der complicité Leyen. des Sarkozy, Macron, Hollande et Macron. Et Van der Leyen. Mais vous avouerez qu'un peuple qui est capable d'élire à la suite 3 présidents juifs, On n'a pas le choix. il faut le faire. Est-ce qu'il y a... Ceux qui ne sont pas juifs sont francs-maçons. Oui, de toute façon, c'est la même chose. Bah oui, on n'a pas le choix, on a dit yaourt. À mon avis, les élections, elles sont volées. Hein. Pardon? Les élections, elles sont trichées, elles sont volées. Alors c'est ça le problème. Ça le problème parce qu'on risque d'avoir Macron une 4e fois. Bien sûr. Hein? Il y a, bon, Après la troisième. vous savez, ils travaillent toujours de la même façon. Dans la presse, on lance des petits bruits que peut-être qu'il va y avoir une réadaptation de la Constitution qui permettrait en fait qu'un président puisse se représenter une 4e fois, etc. Donc un habitude public à l'idée. Puis ça travaille, et puis on compte sur la passivité des peuples. Et le moment venu, pop, le truc est décidé, et l'affaire est pliée. La passivité des peuples, vous êtes gentil, mais quand il y a eu les gilets jaunes, on a eu droit à tous les canons à eau du monde. Et quand on a eu les émeutes, il n'y a pas eu... Mais le problème de toutes ces réactions populaires, et je me rappelle au début des émeutes des Gilets jaunes, c'était en novembre, plus ou moins en octobre-novembre que ça a commencé. Et j'avais publié 2 communiqués, un en novembre 2018, hein, je crois que c'est 2018, et décembre 2018, et que j'avais dit que si c'était simplement pour traîner et user ses souliers sur les macadams des villes en France, ça ne servirait à rien. Que si on ne passait pas à l'étape révolutionnaire, ils allaient, le pouvoir allait compter sur la fatigue des manifestants. C'est ce qui s'est passé. Entre matraquage et puis fatigue, au bout d'un certain temps, vous savez, on ne fait pas des révolutions en manifestant. Petit point particulier, le site giletsjaunes.com.org a été créé 15 jours après l'élection de Macron. Petit point particulier. La fausse opposition. Exactement. Manipulation des masses. Ben oui, mais c'est classique, ça. C'est classique. Et le problème, c'est que, je sais pas, les Français n'ont plus de... Et une réflexion que je me fais très souvent d'ailleurs, c'est que quand je regarde la révolution qu'il y a eu en France, je constate qu'en fait, c'est parce qu'il y avait un élément étranger. Prenez toutes les révolutions, à commencer par la Révolution française, il y avait l'élément étranger. Le français en lui-même est relativement pacifique.
Et tant qu'il restera pacifique comme ça, ou alors peut-être que acculé, voyant que... je sais pas, je ne sais pas. Nous, notre devoir, c'est d'expliquer le pourquoi des choses, pourquoi on arrive à telle et telle situation, que c'est pas une fatalité, que c'est pas le sens de l'histoire. Ben, vieille foutaise, excusez-moi le terme. C'est un terme qui n'a été créé que pour paralyser les gens pour qu'ils ne réagissent pas. Ah, c'est fatal, il n'y a rien à faire. Alors, toujours moyen de faire. La volonté est la suprême créatrice de l'histoire. Et ça, on le voit à toutes les époques de l'histoire. Simplement, il faut la voir. Pour revenir à ce que vous disiez par rapport à la... Plus haut. Pour revenir par rapport à ce que vous disiez par rapport à la Révolution et la Restauration, au niveau monarchique, là, dernièrement, dans l'actualité entre la guerre, ce qui se passe entre... Attendez, je vous entends très mal d'ici. Ou vous parlez plus haut, ou vous venez plus près. Non, entre ce qui se passe actuellement entre la Palestine et Oui, oui. le comte de Paris et des orléanistes, tout ça par rapport à la monarchie, ils ont pris position par rapport à Israël. Ils ont été pro-israéliens et tous les orléanistes actuellement en France sont pro-israéliens. Alors ma question c'est, est-ce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, leur statut? Est-ce qu'ils pensent vraiment ce qu'ils disent? Ou est-ce qu'ils subissent une pression pour dire leur opinion comme ça? Il faut déjà partir de la première observation que la presse en France est entre les mains des Juifs. Donc, pour ne pas s'étonner de la réaction. Ah oui, c'est sur Internet, sur leur compte personnel. Mais c'est ça qui est intéressant à regarder ces derniers jours, c'est que devant le carnage qu'Israël fait à Gaza, il y a quand même des gens qui commencent à se dire ça va trop loin. Donc, petit à petit, et puis alors il y a des déclarations israéliennes qui sont intéressantes, disant que la guerre serait longue. Ça ne va pas être une promenade de santé. S'il rentre à Gaza, après ça va être la guerre à tous les étages, pièce par pièce. Et je ne pense pas que les Israéliens, qui sont habitués à massacrer sans risque, soient préparés à ce genre de guerre. Et à mon avis, cette histoire va se terminer, à moins qu'il y ait vraiment une conflagration mondiale, ce qu'ils cherchent d'ailleurs. Je pense que cette histoire va se terminer en eau de boudin. Que le Hamas restera là, avec les destructions, et qu'Israël sera obligé de se replier. Est-ce que vous vous rappelez de l'offensive israélienne au Liban en 2016? On croyait, quand on a eu les premières informations que les Tsahal rentraient en Liban, qu'ils allaient rentrer comme dans du beurre. Ils se sont heurtés au Hezbollah, et les valeureux militaires du Tsahal ont été obligés de faire demi-tour, rapido presto. Bon, vous n'êtes pas venu depuis un certain temps, mais je répète, chaque fois qu'on parle de ce sujet au Moyen-Orient, pour moi, les jours d'Israël sont comptés. Leur comportement fait parce qu'ils ne savent pas s'arrêter. En fait, ils pourraient vivre tranquillement, relativement tranquillement sur le même territoire. Ce qui nous éviterait, si jamais Israël disparaît, qu'il nous revienne chez nous. Merci. Ils pourraient vivre tout de même relativement en bonne intelligence entre communautés. Mais c'est cette hystérie haineuse, systématique, historique des Juifs qui veulent tout écraser pour s'imposer, qui fait que périodiquement, ça leur retombe sur la figure. Et comme je le disais dernièrement, je ne sais plus à qui, à continuer comme ça, un jour ils finiront par regretter Hitler. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ils ne savent pas s'arrêter. Et vous pensez que les Russes peuvent leur faire peur? Les Russes Est-ce que Attends, Les Russes peuvent leur faire il y a une peur. chaise ici, venez ma chère. Est-ce que les Russes peuvent les dissuader de continuer
continuer, par exemple, leur faire peur pour qu'ils arrêtent, qu'ils se limitent quand même à la conquête du grand Israël? Mais personne ne peut les inciter à quelque chose, puisque les seuls qui pourraient réellement leur imposer d'arrêter sont les États-Unis. Parce que sans tout l'apport militaire et économique des États-Unis, Israël n'existerait plus. Déjà pour commencer. Mais les États-Unis, c'est quoi? Capitale Tel Aviv. Pas Washington, c'est capitale Tel Aviv. Donc il n'y a rien à faire. Les seuls, et c'est pour ça, et ce sera probablement l'objet de ma prochaine conférence, c'est pour ça que la guerre en Ukraine va être décisive pour l'avenir du monde. La bascule. Totalement d'un côté ou totalement de l'autre. Et c'est amusant d'ailleurs de voir comment ce pauvre petit malheureux de Zelensky se plaint maintenant que tous les regards sont tournés vers Israël. Ah, évidemment, Israël, c'est tout de même la maison mère. Donc lui, ça passe en second quand même. Il y avait quand même, au niveau des instances dirigeantes d'Israël, quelques soucis annoncés il y a 1 an ou 2 ans, en se disant ça va chauffer, ça risque de chauffer, et on va se retrouver en Ukraine. C'était quand même le but à un moment aussi. Mais je ne sais pas si vous étiez là, mais j'ai fait 1 ou 2 conférences justement où j'ai évoqué ce sujet-là. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait ce soutien inconditionnel à coups de milliards, dollars et euros, parce qu'il y a en vue, et c'est Zelensky lui-même qui l'a dit, qui l'a rappelé. Ah oui, oui. Je crois que ça doit dater, il doit y avoir un peu plus d'1 an maintenant. Il y a une déclaration dans laquelle il dit qu'il voulait que l'Ukraine devienne le nouvel grand Israël. Donc, il est évident, tous les Juifs ne sont pas complètement idiots. Parce qu'ils sont idiots. Ah oui, Parce qu'ils sont idiots. Oui, En plus de ça, ils sont idiots. Ils savent très bien que leurs jours sont comptés en Israël. Donc, ça tomberait bien qu'ils aient un pays d'accueil. Et le problème, c'est que l'Ukraine va leur passer sous le nez aussi. C'est fini l'Ukraine. Donc voilà, c'est pour ça. Et alors, moi, ce qui m'a bien fait rire, je crois que ça date d'hier soir, je pense, je regardais les dernières nouvelles sur mon ordinateur ou sur mon portable, et je voyais un petit coucou amical de Poutine aux Américains. Il a fait survoler les gros porte-avions américains, le Franklin Roosevelt et je ne sais plus quoi encore, par des MiG. Alors de dire coucou, je suis là. Restez tranquille, hein, parce que vos beaux porte-avions, Une bombe, ça suffit. Même, Les bombes sous-marines. mais bien ça sûr, suffit. il n'y a pas que les Russes qui peuvent le faire. Les Iraniens sont parfaitement capables de couler de magnifiques bateaux américains qui auront coûté des centaines de millions d'euros, de dollars. Ça serait une bonne chose. Ces gens-là, en plus de ça, non seulement ce sont des crapules, mais ce sont des imbéciles. C'est un mélange dangereux. Oui. Moi, il y a quelque chose qui m'a énormément surpris, c'est qu'a priori, en Israël, il y a le dôme de fer, c'est la meilleure armée du monde. Alors, le écoutez, meilleur service de renseignement je vous du arrête monde. tout de suite. Avez-vous écouté mon dernier entretien? Oui. Est-ce que je n'en parle pas? Si, si. Ouais. On est Je bien l'explique. alignés. Cette histoire de l'invasion Ça sent le feu. du Hamas en Israël, c'est une vaste rigolade. On est bien d'accord. Elle a existé. C'est pas sous faux drapeau. Pas du tout sous faux drapeau. C'est un piège. Oui. Et rappelez-vous ce que j'ai dit dans mon entretien, justement, c'est du copier-coller de Pearl Harbor. Ils avaient besoin d'attirer le Hamas chez eux, qu'il y ait un carnage, pour expliquer le carnage qu'ils entendaient faire à Gaza.
pour le World Trade Center. Or, qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous encore ce que j'ai dit dans mon entretien d'avant-hier. Qu'est-ce qu'il y a de sous-jacent à ça? Les difficultés judiciaires de Netanyahou dans son propre pays. D'où la loi, les modifications judiciaires qu'il entend faire pour se mettre un petit peu à l'abri. Mais il est honni dans son propre pays. Merci de vaccination. Puis peut-être aussi une petite information comme ça, qu'on a découvert de gros gisements de gaz sur les rives de Gaza. Donc ceci, plus cela, plus d'autres choses qu'on ne connaît pas encore, explique que cette opération était devenue nécessaire. Mais là, à mon avis, ils se sont mis dans une situation dont ils ne vont pas sortir facilement. Je pense que, je répète, non seulement ce sont des criminels, mais ce sont des imbéciles. Ils ne se rendent pas compte qu'ils participent à leur propre autodestruction. Est-ce que vous avez remarqué que les musulmans s'étaient réfugiés dans l'hôpital chrétien? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De toute façon, Et dans l'église chrétienne. pour un juif, massacrer un musulman ou un chrétien, c'est tout bénéfice. Et voilà. Pourquoi croyez-vous qu'on fête? Parce que, prenons l'exemple de l'Ukraine. Ceux qui se battent en Ukraine sont des chrétiens. Oui, Ça va en faire un certain nombre sur le carreau. 500 C'est un carnage. En Ukraine, c'est un carnage. On ne nous donne pas les véritables chiffres. Quand on voit qu'ils sont obligés de mobiliser les hommes de 50 et 60 ans et de faire appel à des terroristes d'Al-Qaïda, c'est référencé tout ça. Thierry Messin, il a sorti récemment en vidéo et il explique tout ça, c'est dans votre sens. Il y a quelque chose vraiment de fascinant dans l'histoire, c'est de voir comment certains creusent leur propre tombe. C'est ce qu'Israël est en train de faire. D'où l'importance des médias dans les prochains mois. Pour Ah non, montrer. mais les médias, c'est ce que je répondais, je ne sais plus qui, je crois que c'était à vous, mademoiselle, que je répondais. Ne vous étonnez pas de la réaction pro-juive, fanatiquement pro-juive de nos médias. Ils sont tous tenus par eux. Vous prenez l'Express, le Nouvel Obs, Libération, BFM TV, etc., et les vulgaires chaînes officielles. Même la monarchie orléaniste, Hein? même la monarchie orléaniste est pro-israélienne. Actuellement. Bien entendu. Je corrige, d'où l'importance je me corrige quand je dis les médias, d'où l'importance des réseaux sociaux. Bien entendu. Et pourquoi les déclarations d'Attali affolées devant le rôle des réseaux sociaux, disant il faut absolument... D'ailleurs, j'ai vu passer il n'y a pas tellement longtemps une information comme quoi on allait supprimer Internet. Alors ça, c'est Oui, pas possible. probablement, bon, Alors, ça me semble un peu difficile, ouais. C'est pas possible. mais il est évident que si on supprime Internet, on supprime les réseaux sociaux. Oui, mais Ouais, on peut aussi supprimer Mais l'électricité. on peut raconter n'importe quoi aussi. Non, mais ils sont très embarrassés, c'est incontestablement le rôle des réseaux sociaux. Alors, Parce que tout se sait. avantage et inconvénient, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi. Même des gens qui sont pleins de bonnes intentions vous balancent des informations qui ne tiennent pas la route. Donc il faut être très prudent tout de même, ne pas toujours contrôler, vérifier, voir si c'est pas Réfléchir. exagéré. Parce que l'exagération est toujours mauvaise. Il faut toujours se battre, c'est en main. Je peux être violent, vous avez pu vous en rendre compte, mais je suis violent parce que je peux m'appuyer sur des choses référencées. Et la plupart du temps, d'ailleurs, dans tous mes livres, c'est pas moi qui parle. Je fais parler l'ennemi par ses propres textes. Bon, je n'ai plus d'exemplaires de la maçonnerie parce que c'est épuisé. Je suis en train de préparer la 4e ou la 5e édition. Donc je pense pouvoir l'avoir avant la fin de l'année. Mais tous mes écrits sont basés sur les écrits de l'ennemi. Je ne dis rien.
je l'ai fait parler. Alors, vous en tirez ce que vous voulez. Point. À quoi ça sert d'insulter l'ennemi comme le font Bourbon, Seurat, etc. Ils se retrouvent devant la 17e chambre, devant le tribunal à Lausanne. Il ne faut jamais insulter l'ennemi, il faut le combattre par ses propres armes, c'est-à-dire ses textes. Et ça, nos milieux sont naïfs, je ne sais pas comment dire. Une petite constatation, malgré toutes les menaces d'Israël, des blocades de Gaza, les Russes et Poutine sont envoyés un avion avec l'aide humanitaire plusieurs dizaines de tonnes. Oui, alors l'aide humanitaire, là bon, ils ont tout de même, ce sont les Américains, je crois, c'est Biden, lors de son voyage en Israël, qui s'est rendu compte que tout de même ça allait trop loin et que, il faut tout de même garder l'image de l'Amérique, conscience universelle, etc., etc. Donc il a obtenu que l'idée qu'une aide humanitaire puisse parvenir. Bon, c'est bien gentil. Mais quand les bombardements continuent, est-ce que l'aide humanitaire va pénétrer? Est-ce que les camions vont sauter? Donc on se fout du monde. Parce que maintenant ils se sont dit qu'il faut qu'ils descendent au sud, les civils. Ils sont déjà ordonnés aux Palestiniens qui descendent au sud de Gaza. Et puis il n'y a pas seulement l'hôpital, il y a l'église aussi qui... Alors l'hôpital était dirigé par des baptistes et l'église, l'église était catholique, je crois. Et alors une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que, t'en rappelles, il faut savoir que dans la composition des troupes du Hamas, vous avez des chrétiens, des catholiques. Hein, c'est-à-dire, ce sont les factions de Georges Habash. Ça vous dit quelque chose, ça? Donc, il ne faut pas dire ce sont les musulmans, parce que ça, c'est le réflexe de crispation de certains Français. Et cette réaction quasiment systématique, sans réflexion de certains Français, y compris de nos milieux, est une vengeance stupide de s'être fait virer d'Algérie. Donc tout ce qui est musulman pour eux, c'est mauvais. C'est une erreur parce que, de même que chez les chrétiens, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais. Chez les musulmans, c'est la même chose. Et on peut avoir des intérêts communs. Alors, on le comprend ou on ne le comprend pas. Si on le comprend, on peut se battre contre l'ennemi commun et gagner. On ne le comprend pas, on sera défaits les uns après les autres. Et c'est ça. Tout ce que j'ai essayé de faire comprendre dans ma conférence, c'est que, en fait, notre combat politique est un combat pragmatique. Quel est le but fondamental quand on veut descendre son pays? C'est de prendre ce qui est bon pour le soutenir et bannir ce qui est mauvais. Pragmatisme. Si des personnes, des populations qui sont là, malheureusement, commencent à comprendre qu'ils ne sont pas gagnants, malgré tous les avantages qu'on leur donne, qu'ils sont victimes, comme nous, qu'on peut finir par s'entendre, et que de toute façon, le seul moyen de les aider réellement, c'est de les aider chez eux. Alors que, comme je disais tout à l'heure, en venant chez nous, ils perdent leur identité. Et moi, en tant que nationaliste, je suis prêt à défendre les réactions nationalistes des autres pays, mais à condition qu'ils ne viennent pas nous déranger. Il y a une question qui se... C'est très simple. Et c'est pour ça que quand il y a eu la guerre américano-européenne contre la Serbie, automatiquement, on était logiquement pour la Serbie. aussi, c'est logique, c'est logique. L'histoire, en fait, se fait
au travers d'alliances qui semblent parfois être étranges. Rappelez-vous tout de même, François Ier s'est bien allié avec le Grand Turc. Ça semble pas bien à première vue, mais c'était les intérêts et les nécessités du moment. Pragmatisme. Ah oui. C'est- Bon, Il y a aussi- oui, monsieur. Pour revenir au centre de votre conférence d'aujourd'hui, vous avez cité à 2 reprises, je crois, à juste titre, de mon point de vue, Charles Maurras lors de votre exposé. Vous auriez pu également citer Édouard Drummond, qui fut un grand Oui, oui, non, et bien sûr, mais ça n'était pas dans le même contexte. Dieu sait si je vénère Drummond, qui pour moi a été un élément fondamental dans la construction intellectuelle du nationalisme. Et d'ailleurs, Maurras le reconnaît. Il dit lui-même, dans un de ses textes, nous tous avons établi notre vision des choses sur base de ce que disait Drummond. C'est un élément absolument fondamental. D'ailleurs, vous aurez probablement, je l'espère, lors de ma prochaine conférence au mois de novembre, le livre de mon père, Doctrine du nationalisme, dans lequel il fait la révision de toutes les réactions nationalistes, réactions et révolutions nationalistes en Europe. Le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, etc., y compris Vichy, même si on peut dire que ce n'est pas une révolution, mais ça, ce sera l'objet d'une autre réflexion. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre Le nationalisme français. Donc, c'est un livre qui est fondamental parce que vous avez bien sélectionné et excellemment commenté de la part de mon père les différentes expériences nationalistes en Europe, de la première moitié du XXe siècle. Et que si, vous savez très bien ce que je dis à propos d'Hitler, que si Hitler n'avait pas été trop pressé de avancer, qu'il avait pris le temps de digérer, il ne se serait pas mis en position de se faire déclarer la guerre. C'est pas lui qui l'a déclaré, comme vous le savez, on l'a lui à déclarer. Mais parce que, justement, il commençait à faire peur. Or, oui, j'ai vu. Or, et c'est ça que je reconnais à Poutine, c'est qu'il sait prendre son temps. À moins qu'il soit forcé, contraint et forcé. C'est un petit peu ce qui s'est passé en Ukraine. Et si Poutine n'a pas réagi plus tôt, je ne parle pas simplement de l'Ukraine, mais notamment dans d'autres aspects, notamment pour la Géorgie, où il y a tout de même un temps de latence assez important. C'est que militairement, au point de vue armement, il n'était pas prêt. Aujourd'hui, tous les experts militaires occidentaux, y compris américains et anglais, reconnaissent que l'armement russe est très largement supérieur à tout l'armement américain et de l'OTAN. Et c'est ça qui lui donne cette force de frappe et cette tranquillité. Et je suis persuadé qu'il est le premier à vouloir que la guerre d'Ukraine dure, parce qu'il est en train d'épuiser l'Occident, économiquement et militairement. Vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes abonné à la politique, ou que vous avez écouté certaines de mes conférences, vous avez des responsables américains, et notamment Stoltenberg, le patron de l'OTAN, qui disent on n'a plus de munitions. Donc le temps joue pour Poutine. Il joue le temps. Et d'ailleurs, rappelez-vous, un de mes premiers commentaires à propos de Poutine, il y a déjà quelques années, quand je rappelais qu'on pouvait comprendre Poutine en ayant comme élément d'appréciation que ça a été un bon judoka et un joueur d'échecs. Or, l'esprit du judo et de l'échec, c'est quoi? La patience. Les échecs,
Bon, les échecs, c'est vraiment une question de patience et d'observation de la position ennemie. C'est pas une guerre éclair. Vous ne jouez pas aux échecs, à moins d'être vraiment un maître de maître devant un nullissime. C'est pas une opération éclair. Le judo, c'est quoi aussi? C'est l'observation. Et c'est surtout, j'ai fait du judo, donc je sais de quoi je parle. J'ai toujours aimé cette philosophie. C'est surtout saisir le moment où vous transférez la force de l'adversaire en votre faveur. La force de l'adversaire. Et ça, c'est fondamental. Ah oui, non, pardon. Mademoiselle d'abord, elle était avant. Mais, de grâce, parlez plus fort. Je voulais juste signaler, pour ceux que ça intéresse, une exposition qui est actuellement aux Archives nationales qui s'appelle Marie-Antoinette et la Révolution, où on peut voir des textes de Louis XVI quand il était enfermé aux Tuileries, et en fait, il témoigne du fait qu'il faisait des choses et que les clubs détournaient ses propos. Les clubs, c'était les francs-maçons de l'époque, je pense. C'est très intéressant d'aller voir, je conseille. Pourquoi pas? Alors moi, je voulais parler d'autre chose, c'est qu'à propos de la guerre, une guerre qui est longue, c'est bien beau d'avoir un stock de munitions, mais c'est surtout la capacité qu'a le pays à un instant donné à fabriquer des munitions. Les États-Unis, en 1943, fabriquaient un porte-avions en quelques semaines. Tous les mois, ils sortaient plusieurs porte-avions, un ou deux ou trois. Actuellement, les États-Unis n'ont plus d'industrie. C'est-à-dire qu'il leur faudra plusieurs années avant de pouvoir construire des usines qui seront capables de fabriquer des armements. Ils l'ont dit d'ailleurs. Je ne savais pas qu'ils l'avaient dit. Non, ils l'ont dit d'ailleurs. Alors que la Russie a au contraire les usines pour fabriquer, et ensuite elle a des alliés comme la Corée du Nord qui est capable de fabriquer des milliers, voire des dizaines de milliers de missiles par mois, alors que la Corée du Nord, elle toute seule, est capable de faire plus que tout l'Occident réuni, et beaucoup, beaucoup plus. Hein, c'est peut-être de l'ordre par mois ce que l'Occident fait en un an. C'est pas encore davantage. Et il y a l'Iran aussi maintenant, qui est capable de fabriquer. Donc face à ça, sitôt qu'il y a une guerre qui n'est plus une guerre éclair, eh bien les États-Unis sont complètement ramassés. Quant à nous, comme les États-Unis nous ont transformés en larbins, a transformé, au lieu d'avoir des alliés, nous a transformés en vassaux, eh bien elle ne peut plus compter sur personne. Et ben, les dés ne sont même pas, les dés sont même pas joués, on est encore au-delà. Non, on peut dire que les carottes sont cuites pour eux. Complètement. Les carottes sont cuites. Parce qu'ils ont, et de même que pour Israël, ils sont entourés d'ennemis de partout. Partout. Et regardez par rapport aux sanctions contre la Russie, à part l'Europe, et encore même en Europe, la majorité du monde n'a pas marché dans ses combines. L'économie russe n'a jamais été aussi florissante que depuis les sanctions. Il y a un petit problème là. C'est pas. C'est tout l'art justement de gouverner. Gouverner, c'est un art. C'est un art, on n'en sort pas. Et le pragmatisme, et ce que je constate avec Poutine, c'est que c'est un pragmatique. Et quand je vois comment il arrive à se faire des alliés de gens qui, de prime abord, n'étaient pas nécessairement de ses alliés, ça en devient drôle. Toute l'entreprise des BRICS, sa politique de dédollarisation qu'il a commencé en 2014. Donc ça va faire bientôt 10 ans. Au travers des BRICS, plus aucun échange commercial ne se fait en dollars. Donc, pas la peine de vous faire un petit dessin. Autre chose, le dollar va cesser d'être la monnaie de référence. Terminé. Chose qu'on aurait dû faire avec le scandale de la BNP. On n'a rien dit, on a payé, on a dit merci. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions et que vous voulez que je vous dédicace des livres,
Vous les avez ici. Voilà. Merci, monsieur. Eh bien, merci à vous. Et faites connaître et travaillez de votre côté. Travaillez de votre côté. Ne vous contentez pas de venir vous défouler ici en m'écoutant. Et puis aussi, abonnez-vous et faites abonner des amis, hein, parce que là, vous avez des informations que vous ne trouverez nulle part. Oui, oui. Merci beaucoup.